Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous présenter l'astrologie lunaire ainsi que de vous parler de la magie lunaire. Combien d'entre vous ne sont pas dit un jour « je ne me reconnais pas dans mon signe astrologique ou dans mes dominantes natales ». Pourquoi? Il existe plusieurs réponses à ce type de problématique et je vous propose donc ici d'en faire le tour de la manière la plus objective possible. Avant toute chose, il est bon de préciser que l'étude sérieuse du thème natal passe par deux facteurs essentiels. Le facteur technique, c'est-à-dire la réalité et la véracité du moment de la naissance d'un individu, mais aussi le procédé mis à votre disposition pour dresser le thème natal d'un individu. Le facteur psychologique qui lui déterminera de quelle manière et en usant de quel niveau de discernement vous aborderez la lecture du thème en question. L'étude d'un thème natal passe tout d'abord par une certaine précision pour ne pas parler de rigueur dans son édification. Combien de gens, encore aujourd'hui, et indépendamment de leur propre volonté, ne connaissent pas avec exactitude le jour, l'heure ou le lieu de leur naissance? Ces indications sont pourtant indispensables quand il s'agit d'étudier un thème astrologique. Il est plus qu'improbable, voire impossible, d'envisager la moindre étude fiable et sérieuse, quelle qu'elle soit, natale, prévisionnelle ou autre, sans ces informations élémentaires. Certaines personnes pensent également, et à tort, que quelques minutes de plus ou de moins ne changent finalement pas grand-chose au thème natal. Vous allez pouvoir constater qu'en matière d'astrologie, la réalité est tout autre. L'heure de naissance est la plus essentielle des précisions liées à l'interprétation de votre thème natal, et donc de votre personnalité. Elle permet au passage de différencier les vrais jumeaux. Notons que l'application avec laquelle l'on détermine l'heure de naissance entre les années 1920 et 1950 s'est peu à peu altérée avec le temps et que par la suite, il a été pris pour habitude d'arrondir les heures de naissance au quart d'heure près. Rappelons qu'en astrologie, 4 minutes de temps équivalent 1 degré de longitude. C'est-à-dire que tous les 4 minutes, l'ascendant et le milieu du ciel d'un thème se trouveront modifiés d'1 degré. De même que l'heure de naissance peut être un facteur d'erreur, le jour de naissance peut lui aussi prêter à de terribles confusions. Ce type de méprise survient généralement au moment de la déclaration de naissance. C'est bien souvent la mauvaise transcription des informations liées à la naissance par l'état civil qui génère l'erreur. Les cas de personnes dont la naissance a été inexactement déclarée sont plus nombreux que l'on peut croire. Par chance, la plupart de ces personnes sont informées assez tôt de l'erreur en question, ce qui réduit le risque de monter un thème incorrect. Il reste cependant et malheureusement un petit pourcentage de gens qui, par une désinformation d'ordre familial, le décès précoce des parents, mieux placés que quiconque pour corriger cette fausse information par exemple, se voient nantis d'un jour de naissance qui n'est pas le leur. Par extension, et concernant ces personnes, l'établissement d'une carte natale s'avéra hasardeuse, soumis à de nombreuses incohérences et dans laquelle le natif ne se retrouvera pas. Rappelons que la Lune se déplace d'approximativement 13 degrés par jour et effectue une révolution complète du zodiaque en 29,5 jours. Un jour de naissance différent de la réalité modifie donc de manière radicale la position des planètes dans un thème et principalement celle de la Lune en signe, en maison et donc en aspect. Je me dois d'aborder les difficiles problèmes de l'adoption ainsi que ses conséquences parfois pénibles quand il s'agit de dresser un thème natal. Dans certains cas, le véritable lieu de naissance de l'adopté est inconnu, même par les parents adoptifs eux-mêmes. Il n'existera dès lors aucune possibilité de déterminer le lieu exact de la naissance de cet enfant, ce lieu devenant approximatif.
Comme vous avez pu le constater, l'astrologie laisse peu de place à l'approximation quand il s'agit de mener raisonnablement une étude de thème. Toute estimation approchée est donc imprécise, sera sujet à contresens et à fourvoiement de la lecture du thème établi. Il y a aussi que de nos jours, l'astrologie est partagée entre deux groupes d'astrologues. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais permettez-moi d'y revenir si vous ne l'avez pas encore vu. Le premier groupe utilise le zodiaque tropical, dit aussi saisonnier, et le second groupe utilise le zodiaque sidéral qui repose sur les constellations. La première, que la plupart des astrologues utilisent, s'appelle donc l'astrologie tropicale. Elle se base principalement sur le retour du Soleil le 21 mars dans le signe du Bélier et annonce donc l'arrivée du printemps. C'est d'ailleurs pour cela que l'on l'appelle astrologie saisonnière. Par contre, l'astrologie sidérale est celle que les anciens astrologues utilisent depuis des décennies. Les hindous l'utilisent toujours actuellement. Elle repose sur les constellations que les anciens avaient délimitées en 30 degrés. L'astrologie tropicale et sidérale sont par contre complémentaires. Quelle en est la différence entre l'astrologie sidérale et tropicale? C'est la position du zodiaque qui n'est pas la même. Le zodiaque tropical reste immobile puisqu'il est rattaché à la Terre et aux saisons. Le zodiaque sidéral est basé sur le point vernal qui se décalque de quelques secondes par année dû au fait de la précision des équinoxes. Il serait plus parlant pour connaître le bagage karmique et l'évolution de l'âme. Voici la position des signes dans les calendriers selon l'astrologie choisie. Le Bélier, en astrologie tropicale, 21 mars au 20 avril. Le Bélier, en astrologie sidérale, 18 avril, 13 mai. Le Taureau, en astrologie tropicale, 21 avril au 21 mai. En astrologie sidérale, le Taureau, le 13 mai au 21 juin. En astrologie tropicale, le Gémeaux, 22 mai au 21 juin. En astrologie sidérale, le Gémeaux, le 21 juin au 20 juillet. En astrologie tropicale, le Cancer, 22 juin au 22 juillet. En astrologie sidérale, le Cancer, 20 juillet au 10 août. En astrologie tropicale, le Lion, 23 juillet au 23 août. En astrologie sidérale, le Lion, du 10 août au 16 septembre. La Vierge, en astrologie tropicale, 24 août au 23 septembre. En astrologie sidérale, la Vierge, le 16 septembre au 30 octobre. La Balance, en astrologie tropicale, 24 septembre au 23 octobre. En astrologie sidérale, la Balance, du 30 octobre au 23 novembre. Le Scorpion, en astrologie tropicale, 24 octobre au 22 novembre. En astrologie sidérale, le Scorpion, du 23 novembre au 29 novembre. Le Serpentaire, seulement utilisé en astrologie sidérale, 29 novembre au 17 décembre. Le Sagittaire en astrologie tropicale, du 23 novembre au 21 décembre. En astrologie sidérale, le Sagittaire, du 17 décembre au 20 janvier. Le Capricorne, en astrologie tropicale, du 22 décembre au 20 janvier. Le Capricorne, en astrologie sidérale, du 20 janvier au 16 février. Le Verseau, en astrologie tropicale, 21 janvier au 19 février. Le Verseau, en astrologie sidérale, du 16 février au 11 mars. Le Poisson, en astrologie tropicale, 20 février au 20 mars. Le Poisson, en astrologie sidérale, du 11 mars au 18 avril. Le découpage en 12 est indissociable du calendrier solilunaire, tout comme le fait
de commencer le zodiaque par le signe ou la constellation du Bélier. La théorie des aspects trigones des éléments feu, terre, air et eau suffisait à découper tout cycle astrologique à partir des conjonctions se faisant entre une planète et les 4 étoiles fixes dites royales, ce qui ne posait aucun problème au regard de la précession des équinoxes puisque cela ne dépendait aucunement des saisons. Si une majorité d'astrologues, qu'ils soient sidéraux ou tropicaux, sont d'accord pour diviser le zodiaque en 12 signes de taille égale, donc d'une durée similaire 30 jours plus ou moins 1, en réalité, les constellations diffèrent par leur taille. Le zodiaque tropical, lui, est bâti sur le rythme des saisons. Il nous donne un repère de mouvement de la Terre par rapport au Soleil. Symboliquement, il représente ce que nous sommes par rapport à un plan d'incarnation solaire, dans lequel notre chère Terre fait office de terrain de jeu. Lorsque l'on s'identifie à notre corps et à notre pensée, on se reconnaît bien dans le symbolique du zodiaque tropical. Le zodiaque sidéral est construit sur un repère qui dépasse le système solaire. Ce repère est pris dans le lointain constellation d'étoiles qui entoure le système solaire. Il nous donne un repère du mouvement de la Terre par rapport au cosmos. Symboliquement, il représente ce que nous sommes par rapport à un plan qui dépasse de loin notre vision terre à terre de la vie. Il s'insère dans un plan plus large. Une partie de notre être existe sur un plan plus subtil. Eh bien, le zodiaque sidéral pourrait être le repère symbolique de cette partie indicible de notre être. C'est cette partie de nous qui nous relie au cosmos. Lorsque le niveau de conscience de quelqu'un augmente, il devient sensible à son chemin d'évolution sur le plan sidéral, et là, il se passe en consultation quelque chose de magique. Car l'individu comprend instinctivement qu'une partie de lui est en évolution sur un plan qui dépasse largement ses préoccupations matérielles ou affectives. Ses appétits et ses désirs sont transcendés par un élan beaucoup plus profond. Il y a une recherche plus impérieuse que la réussite sociale, scolaire, financière. Et une fois reliée à ce plan, à la fois plus indicible, mais plus profonde, on trouve alors un courage nouveau pour se dépasser et se lancer dans la grande aventure de son évolution personnelle et dépasser enfin ce complexe, cette frustration ou cette compulsion que l'on traîne depuis si longtemps dans la matière. Alors, tropical ou sidéral, le débat est sans fin tant qu'on ne se définit pas d'abord soi-même pour déterminer dans quelle sphère on souhaite se connaître ou se reconnaître. L'astrologie est une science millénaire qui s'inspire de l'observation de la nature et des astres. L'astrologie du grec astron, astre, et de logo, le verbe, la parole. Pourrait-on en déduire que l'astrologie est l'expression du verbe à travers les astres? Au niveau de la tradition, l'astrologie on est en quelque sorte une proche parente du 3 fois grand, c'est-à-dire Hermès Trismégiste, auteur de la table d'émeraude, dont on retiendra tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les Grecs ont désigné sous le nom d'Hermès Trismégiste, c'est-à-dire d'Hermès 3 fois grand, le dieu lunaire des Égyptiens. L'identification se fit à cause du caractère du conducteur des âmes commun à deux divinités. L'épithète de 3 fois le grand fut empruntée aux Égyptiens. La civilisation gréco-égyptienne, développée sous le Ptolémée, attribua une extrême importance à Hermès Trismégiste. La tradition en vertu de laquelle on attribuait à Hermès les ouvrages secrets sur la magie, l'astrologie et la chimie a longtemps persisté. La chimie même portait au Moyen Âge le nom de science hermétique ou hermétisme. On attribue à Hermès l'un des axiomes favoris des alchimistes. Si vous n'enlevez pas au corps leur état corporel et si vous ne transformez pas un corps, les substances non corporelles, vous n'obtiendrez pas ce que vous attendez.
Bien que certains pensent que l'influence des astres sur les êtres humains est un leurre, on ne peut nier les effets de la Lune reconnus au point de vue scientifique sur la nature et les personnes. L'astrologie est l'un des plus anciens arts divinatoires du monde, pratiqué par presque tous les peuples sous toutes les latitudes. Même interdit par l'Église au Moyen Âge, l'astrologie en Occident de science deviendra donc dès lors magie. Zodiaque en grec signifie le cercle des animaux. Le plus ancien zodiaque connu est celui de Débéra, village de Haute-Égypte, site archéologique où se trouve le temple de la déesse Hathor, 1er siècle avant Jésus-Christ. Il fut découvert en 1801 lors de l'expédition napoléonienne en Égypte. Il est désormais visible au musée du Louvre à Paris. Par contre, l'astrologie ne peut être une science physique exacte en absence de causalité et de la difficulté de reproductibilité des résultats. La magie lunaire populaire fait appel aux mêmes notions que la tradition des mages. Ces notions, à partir d'un certain moment, ont été déformées sans doute par la faute de nombreux auteurs de grimoires populaires qui, hommes de la ville, n'avaient pu recevoir les connaissances traditionnelles du ciel détenues par les ancêtres, et d'un autre côté n'avaient pas non plus étudié l'astrologie ni l'astronomie. Ils ont compilé des ouvrages très savants, certes, traduisant à leur manière ce qu'ils ne comprenaient pas, ne tenant compte ni des sous-entendus ni des allusions des anciens. Il est sûr également que certains d'entre eux ont écrit ce que la majorité de leurs lecteurs croyaient uniquement pour garder sous le boiseau quelques aspects de savoir magique connus seulement de ceux qui avaient reçu une réelle transmission. Par ailleurs, le savoir cosmographique de base n'est plus guère enseigné. Il est donc nécessaire aujourd'hui que nous rappelions ces notions de base simplement parce qu'elles n'entrent plus dans le corpus culturel actuel et que ceux qui ont eu la chance de les étudier les ont, en principe, bien vite oubliés, n'ayant pas l'occasion de les utiliser. Dans une utilisation courante de la magie, la Lune, elle influence les sorts selon les phases dans lesquelles elle se trouve. Elle est encore plus importante quand elle est invoquée lors d'un rituel. L'importance de la Lune dans la vie des êtres vivants n'est plus à démontrer. Son influence, on le sait, est permanente et ce n'est pas pour rien que la tradition astrologique en a fait la parade du soleil en lui attribuant le titre de luminaire. La Lune a toujours été l'allié des mages et des alchimistes. Chacun puise ce qu'il veut dans l'astre d'argent ou dans l'invisible disque noir. La Lune est symbole de changement par ses différents aspects et donc d'espoir de renouveau. Sans cesse elle mute, il meurt, et sans cesse elle renaît. Le symbolisme ambivalent attaché à la Lune fait d'elle la complice de toutes les magies, les rituels de fécondité et de protection, de guérison ou d'exorcisme, mais aussi ceux d'envoûtement et de malédiction. Satellite de notre planète, la Lune est l'astre qui relie la Terre au ciel, comme une intermédiaire entre nous et le grand inconnu. Tout mage se doit donc d'avoir des compétences en astrologie, afin ou s'il veut optimiser ses sorts et sa pratique. Une année solaire est de 365 jours et un quart et quelques poussières. Et par la rotation autour de la Terre, nous pouvons physiquement valider que le Soleil fait un tour complet de la Terre en 365 jours et un quart, mais par contre, le mois solaire ne correspond à aucune réalité physique. Comme vous le savez, la Lune tourne dans le même temps autour de la Terre en 29,5 jours. En 1582, le pape Grégoire s'est rendu compte que le calendrier julien de l'époque, qui avait été mis en place par Jules César, était inadéquat en rapport à la réalité physique par rapport au Soleil. Il a donc sauté du 5 octobre au 15 octobre, ce qui lui a valu plusieurs tensions et émeutes, car le peuple, eux, voyaient que le pape leur avait volé 10 jours de leur vie. Mais c'est à partir de ce moment que le calendrier grégorien a vu le jour.
L'œuvre principale du pape Grégoire a été l'institut du calendrier grégorien par la bulle Intergravissamas en 1582, rattrapant donc les 10 jours de retard pris par rapport au Soleil et modifiant pour l'avenir les modalités des années bissextiles. Le calendrier grégorien reprend en grande partie la structure du calendrier julien de la Rome antique en vigueur jusqu'alors. Les subdivisions en mois et en semaines sont identiques, et les décomptes des années se fait également à partir de l'anno Domini, point de départ de l'ère chrétienne. La différence majeure réside dans la détermination des années bissextiles. Le calendrier grégorien est un calendrier solaire, divisé en 12 mois, de durée inégale. L'ère ordinaire utilisée par le calendrier grégorien est l'ère chrétienne, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Étant donné que le calendrier solaire ne correspond à aucune réalité physique, il s'accumule donc au fur du temps un retard de 10 jours. L'erreur a été rectifiée à tous les siècles, à part dans le multiple de 4, le mois de février sera complet. Donc à toutes les 400 ans, exemple, en 2000, nous avons eu un mois de février normal. Il y a toujours une petite erreur de 3 jours à toutes les 10 000 ans, donc on peut s'en accommoder. La réalité, par contre, physique des mois se situe avec la Lune, les mois lunaires. La réalité physique est reliée à la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. La réalité astronomique du nouveau mois lunaire est tangible et vérifiable par la lunaison. La durée entre deux pleines lunes consécutives est de 29,5 jours. Il est également intéressant de savoir que le temps est divisé en réalité en parties, soit en 1080 parties. 1080 parties fait environ à peu près 3 secondes. De cette façon, nous savons que le mois lunaire fait exactement 29,5 jours. Ceci a été écrit il y a plus de 1800 ans. La NASA a fini par confirmer que les mois lunaires font réellement 29,5 jours. Mais c'est quoi un mois lunaire? La Terre tourne autour du Soleil et la Lune, quant à elle, elle tourne autour de la Terre. Du moment où la Lune se trouve dans l'axe Terre-Soleil, à ce moment-là, la Lune est invisible. Nous l'appellerons la nouvelle Lune, à moins d'être dans un éclipse. Pour calculer les mois lunaires, il a fallu prendre 2 éclipses solaires espacées de 400 ans environ dans l'histoire, pour voir quand exactement la Lune était dans l'axe solaire et Terre, car il la voyait, et la division par le nombre de mois, et alors nous avons arrivé à la longueur réelle du mois lunaire. Pendant une année non bissextile, se produit donc en général 12 pleines lunes, approximativement une par mois. Mais une année calendaire contient environ 10 jours de plus qu'un cycle lunaire de 12 lunaisons. Ces jours additionnels s'accumulent et une pleine lune additionnelle se produit tous les 2 ou 3 ans, cette fois lors d'un cycle méthodique de 19 ans. Février ne comportant que 28 jours lors d'une année non bissextile, il peut arriver qu'il se reproduise aucune pleine lune pendant ce mois. Il est donc possible de rencontrer une année avec 13 pleines lunes sans aucune en février, c'est-à-dire que 2 mois de l'année possédant 2 pleines lunes. Pour en savoir davantage sur le sujet, je vous invite à visionner la vidéo sur la lune bleue. Dans ces conditions, et bien que nous voyons la Terre, le Soleil et la Lune tourner autour de nous, il est bien évident que nous constaterons que le mouvement de la Lune sont beaucoup plus complexes que ceux du Soleil. Le cycle lune sidérale, soit le temps qu'elle met à faire le tour du zodiaque d'une étoile au retour à cette étoile, à ce mouvement correspond le cadran astrologique appelé demeure de la Lune. En magie, les demeures de la Lune sont au nombre de 28.
Ce nombre a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes aux théoriciens de l'astrologie. Ce zodiaque de 28 demeures lunaires est un zodiaque sidéral repéré sur les étoiles et la constellation. Il est ainsi écrit dans le Picatrix. Remarquez bien qu'il faut avoir ici les demeures de la Lune selon le zodiaque des mages et non pas des astrologues. Vous pouvez visionner la vidéo sur les 28 demeures lunaires qui vous est accessible sur la chaîne d'Osnia. Le zodiaque des mages désigne ici le zodiaque sidéral par opposition à celui des astrologues qui est le zodiaque tropical. Rappelons que le zodiaque sidéral est repéré sur les étoiles et la constellation alors que le zodiaque tropical est repéré sur la croix des équinoxes et des solstices et en particulier des saisons. Notez que ce cycle n'a rien à voir avec les demeures de la Lune. Il est, en revanche, lié au cycle de la semaine et à celui du mois. En effet, d'une nouvelle lune à la suivante, il s'écoule plus de 29 jours entre chaque phase. Il s'écoule donc environ 7 jours et un quart, soit un nombre entier, une semaine de 7 jours, c'est pourquoi 7, avec ses multiples, est le nombre de la lune. Au cours du 15e jour de ce cycle de la lune est pleine, le 30e jour, elle entre à nouveau en conjonction avec le soleil, c'est la nouvelle lune et le commencement d'un nouveau mois dans le calendrier lunaire comme le calendrier hébreu ou le calendrier romain. Ainsi, dans le calendrier théorique romain, les calendes d'avril, premier jour du mois d'avril, sont en principe le jour de la nouvelle lune qui suit l'équinoxe du printemps et correspond dans le calendrier hébreu au premier Nissan. Un mois lunaire sidéral correspond à la période orbitale de la Lune, c'est-à-dire le temps mis par la Lune pour effectuer une révolution complète de son orbite mesuré dans un référentiel fixe. Il s'agit également du temps que met la Lune pour que, vue de la Terre, elle retrouve la même position par rapport aux étoiles sur la sphère céleste. La rotation de la Lune étant synchrone, il s'agit également du temps que met la Lune pour que, vue de la Terre, elle retrouve la même position par rapport aux étoiles sur la sphère céleste. La rotation de la Lune étant synchrone, il s'agit également en moyenne de sa période de rotation. Dans l'Égypte ancienne, le mois lunaire débutait lorsque la Lune ne pouvait plus être vue jusqu'avant le lever du soleil. Un mois lunaire en astrologie tropicale est le premier mis par la Lune pour retrouver la même longitude écliptique. Il est légèrement plus court qu'un mois sidéral en raison de la précession des équinoxes. Le mois tropique vaut en moyenne 27 jours. L'astrologie tropicale ou celle courante que vous connaissez est basée sur l'écliptique, lieu des éclipses, et la route sur laquelle se déplace le Soleil. Cette route est marquée sur la voûte céleste par les 12 constellations zodiacales. Elle est inclinée de 23,5 degrés par rapport à l'équateur céleste, projection de l'équateur terrestre qui sépare les deux hémisphères. Il en résulte que l'éclipse coupe l'équateur céleste en 2 points, gamma et gamma prime. Ces 2 points opposés de 180 degrés permettent de repérer le zodiaque tropique. Ce zodiaque est divisé en 12 signes de 30 degrés, qui portent le même nom que le signe du zodiaque sidéral et que la constellation zodiacale. Le zodiaque tropique est celui que vous connaissez. Dans ce zodiaque, le point gamma correspond à 0% bélier. Le Soleil se situe à cette position le 21 mars de chaque année au printemps, à la saison du printemps. Les nœuds lunaires, au cours de sa rotation autour de la Terre, la Lune coupe en 2 reprises le plan écliptique,
plan représentant l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ces deux périodes, qui durent chacune 2 jours, marquent le passage d'un nœud lunaire à un autre. Ces nœuds sont si importants qu'on a développé une pratique magique. En conclusion, vous comprenez donc ici que dans mes vidéos, nous abordons l'astrologie lunaire et la magie lunaire qui est basée sur l'astrologie sidérale des anciens et qui est basée sur le corps et l'esprit, et non pas sur l'astrologie que vous connaissez qui est le zodiaque tropical, lui qui est bâti sur le rythme des saisons. Il représente ce que nous sommes par rapport à un plan d'incarnation solaire dans lequel notre chère Terre fait office de terrain de jeu. Le zodiaque tropical nous indique à notre corps et à notre pensée qui sont liés au plan de la matière et du matériel. Et comme vous le comprenez maintenant, est une toute autre histoire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.